Welcome to the Economy of the Collapse. Bienvenue à l'économie du déclin. Aujourd'hui, quand des entreprises privées commencent à contrôler votre vie. Imagine-toi ça. Une entreprise privée peut, aujourd'hui, t'empêcher de louer un appartement, compliquer l'achat d'une voiture ou même tout simplement t'empêcher de l'acheter ou de la louer, te faire refuser un prêt hypothécaire ou son renouvellement, affecter ton accès au crédit, ne serait-ce que pour obtenir une ligne téléphonique ou de l'électricité ou quoi que ce soit d'autre. Parfois même t'empêcher d'ouvrir un simple compte de banque pour que tu puisses maintenant déposer ta paye. Et pourtant, vous n'avez jamais voté pour cette forme de contrôle-là et vous ne contrôlez pas ses dirigeants non plus. Et lorsque cette entreprise-là fait une erreur, vous pouvez attendre des semaines, des mois, des années parfois, avant qu'elle soit corrigée. C'est un petit peu comme dans le film là, L'Auberge espagnole, où l'acteur là, court un peu partout pour son programme Erasmus et semble que personne ne soit vraiment au courant ou responsable de quoi que ce soit. Les 12 travaux d'Astérix. Évidemment, on parle ici des agences de crédit comme Equifax et TransUnion. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut sérieusement se poser une question. Est-ce que c'est normal que des entreprises privées aient autant de pouvoir sur la vie quotidienne des citoyens? Pendant une grande partie du 20e siècle, le crédit existait, mais il n'était pas omniprésent. Le crédit était davantage une option, un levier, parfois même un luxe. Beaucoup de gens achetaient leur voiture contents, achetaient leurs meubles contents et construisaient progressivement leur patrimoine. Même les maisons coûtaient souvent quelques années de revenus plutôt que des décennies d'endettement. Et là, progressivement, l'économie devient de plus en plus financiarisée. Le crédit explose. Hypothèque, carte de crédit, marge, prêt auto, financement d'électroménager, financement étudiant, financement à la consommation. Et avec cette explosion du crédit, les prix montent. Parce qu'il existe une logique là, économique toute simple. Plus le crédit devient disponible, plus les prix augmentent. Si on prend une petite formule simple, où par exemple, on a P pour le prix des actifs, C pour disponibilité du crédit, bien évidemment, quand l'accès au crédit augmente massivement, les prix peuvent être poussés vers le haut et c'est ce qu'on observe évidemment. Aujourd'hui, un travailleur moyen pourrait devoir économiser des années pour une simple petite camionnette dont il peut avoir besoin pour travailler et des décennies pour une maison. Il va avoir le temps d'arriver à l'âge de la retraite avant d'avoir économisé suffisamment pour acheter sa maison au comptant. Donc le crédit cesse d'être un luxe. C'est ça le point. Il devient obligatoire maintenant. Et il n'est pas obligatoire parce que les individus ont voulu l'avoir obligatoire. Il est obligatoire parce que l'économie s'est financiarisée et ça a été permis évidemment par les gouvernements. Il devient obligatoire, structurel, incontournable et ça c'est le gros problème. Parce qu'à partir du moment où le crédit devient essentiel à la vie, ceux qui contrôlent le crédit acquièrent un immense pouvoir. Et lorsque, historiquement, dans le consensus de la démocratie, les gens qui ont du pouvoir doivent être élus. Les gens qui ont du pouvoir sur les individus, sur nous, doivent être élus. Ici, il faut comprendre que quelque chose de fondamental se produit là. Equifax et TransUnion, ce ne sont pas des institutions démocratiques. Ce sont des entreprises privées et pourtant, elles influencent l'accès au logement, au financement, au crédit, même à des emplois ou certains services. Et là, on a un enjeu qui est majeur parce que lorsqu'on dit Equifax et TransUnion, tout le monde sait très bien que ce sont les deux, Equifax étant vraiment le plus gros joueur et TransUnion, mais ce sont les deux seuls. Et pourquoi? Parce que actuellement, c'est un duopole. Donc le marché canadien, il est un duopole à ce niveau-là. Deux entreprises dominent entièrement le système d'information de crédit. Et là, économiquement, cela soulève une question très sérieuse parce que lorsqu'on est face à un duopole, même dans une économie classique là, de première année, lorsqu'on commence à regarder les différents modèles, on sait qu'on a un problème parce que les duopoles et les monopoles créent des situations de distorsion économique qui ne sont pas à l'avantage des consommateurs. Et là, ici, ce n'est pas juste à l'avantage des consommateurs dans le sens du prix, c'est dans le sens aussi de problèmes de gouvernance, alors que
leur vie est littéralement impactée par ce duopoly. Et lorsqu'on regarde ça, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on a un duopoly actuellement? C'est probablement parce que on est maintenant face à ce qu'on appelle un monopole naturel. À partir du moment où toute l'économie dépend du crédit, l'information de crédit devient pratiquement une infrastructure essentielle. Un peu comme l'électricité, les télécommunications, Internet. Et quand ces agences-là commettent des erreurs, les conséquences deviennent énormes. On parle de se faire refuser un logement, du financement qui est important, des taux d'intérêt plus élevés, des assurances qui sont retirées, du stress, des impacts psychologiques, impossibilité de rebondir rapidement alors que ça prend des fois des années corriger une erreur, une simple erreur. Et plusieurs critiques reviennent souvent là. Des gens tentent d'aller corriger ces erreurs-là. Et il semble y avoir une espèce de lourdeur administrative qui, faut l'avouer, là, après tout ce temps de plainte, semble être par design. Des processus qui sont extrêmement opaques. On vous demande de remplir encore des feuilles de papier puis d'envoyer ça par la poste pour, on dirait, alourdir tout ça. Asymétrie de pouvoir, évidemment, entre les citoyens et l'agence avec qui on n'est ni client ni quoi que ce soit. On peut pas communiquer avec eux d'aucune façon là, raisonnable. Et lorsqu'on a un naturel monopoly, dans presque tous les secteurs, le gouvernement intervient directement pour fournir ou encadrer la fourniture de ce service-là pour éviter toutes sortes d'externalités. Là, ici, les externalités sont définitivement économiques et sociales. Et là, c'est pour ça qu'il y a des recours collectifs, d'ailleurs, qui ont émergé contre ces agences-là. Il y a une action collective là, récemment au Québec à l'Equifax aurait permis de l'accès non autorisé à des dossiers de crédit via des plateformes partenaires comme Borrowell, Co, Karma Crédit, Mogo. D'ailleurs, la poursuite allègue aussi des accès sans consentement, des problèmes d'identification, des risques d'usurpation d'identité. Et c'est particulièrement important ce qu'on dit dans un contexte où, justement, l'usurpation d'identité est plus facile que jamais de nos jours et ça entraîne des inscriptions de dossiers de crédit qu'ensuite, les victimes de cette usurpation d'identité-là peinent à faire retirer, donc sont d'une certaine façon doublement victimes, et ils peuvent même devenir triplement victimes, parce que certaines personnes, puisqu'elles ont été, leur identité a été usurpée, puisqu'elles n'arrivent pas à faire corriger le bureau de crédit de façon rapide, ben, ce qui se produit, c'est qu'ils ont peut-être un problème de location de logement, etc. Donc là, on a une espèce d'effet triple. Il existe d'autres sortes de poursuites aussi, là, failles de sécurité en 2017, protection insuffisante des données personnelles, impact sur les consommateurs canadiens. Ces compagnies-là ont toutes vos informations les plus sensibles. Et je veux dire, qui veut vraiment que ces compagnies-là, en duopole, gèrent ça? Ici, le vrai débat n'est pas simplement là, Equifax ou TransUnion sont-ils bons ou mauvais? Là, ça, c'est plutôt le vrai débat est plus profond. La question devient, est-il sain qu'une société rende le crédit pratiquement obligatoire pour vivre? Hein? Parce que là, à partir du moment où on est là, il ne reste qu'un pas à faire pour avoir le crédit social à la chinoise, là. Ou littéralement, pour faire quoi que ce soit dans votre journée, vous avez un crédit social, et là, ça peut vous être refusé, là, même des déplacements ou des voyages, tout en laissant les entreprises là, privées contrôler cette infrastructure essentielle, alors qu'on est face à désormais un monopole naturel. Parce que, disons-nous-le, là, si c'était un marché sain, qu'on peut laisser à des entreprises privées, on n'aurait pas un duopole en place. Et les consommateurs auraient le choix et il y aurait la compétition saine. Là, on n'est pas du tout là. Parce qu'aujourd'hui, louer, emprunter, financer, là, parfois même simplement fonctionner économiquement, dépend du crédit. Donc maintenant, tout le monde dépend de ces agences-là. Le crédit était autrefois un outil. Aujourd'hui, c'est devenu un passage obligé dans la vie moderne. Et lorsqu'un système devient incontournable, là, essentiel, structurel, quasi obligatoire, je pense que les gens doivent se demander, là, peut-on réellement laisser autant de pouvoir entre les mains de ces acteurs privés-là, fonctionnant dans un marché quasi monopolistique? Et il n'y a pas une bonne historique là à ce niveau-là non plus, parce qu'au final, c'est pas seulement une question de finances, c'est une question de pouvoir d'accès, de liberté économique et de contrôle sur la vie quotidienne des gens. Une société là
devient vulnérable lorsque les infrastructures essentielles à la vie quotidienne cessent d'être des services et deviennent des mécanismes privés de contrôle.